Je m'appelle Alec, j'ai 32 ans, et je suis l'enfant du milieu oublié de ce qui fut autrefois ma famille. Quand j'avais 16 ans, ma belle-mère, Caroline, a convaincu my father, Thomas, que je devais rester à la maison pendant que tout le monde profitait de nos vacances annuelles à la plage. C'est mieux que tu restes ici pour travailler, ont-ils dit. Ce que j'ignorais, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de rater un voyage. C'était le début de mon effacement systématique de notre famille. Avant de vous raconter comment la trahison de ma famille a changé ma vie pour toujours, dites-moi d'où vous nous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre maison, croyez-moi, vous voudrez voir comment tout cela se termine. Mon histoire commence par une enfance heureuse qui a pris un tournant brutal lorsque ma mère est morte d'un cancer du sein quand j'avais 8 ans. Pendant 2 ans, il n'y a eu que mon père Thomas, ma sœur aînée Sarah, qui avait 10 ans à l'époque, moi-même et mon petit frère Noah, qui avait à peine 2 ans. Nous étions brisés, mais restions une famille unie par notre chagrin partagé et les souvenirs de maman. Tout a changé quand mon père a rencontré Caroline à la fête de Noël de son entreprise. Elle était récemment divorcée avec 2 enfants à elle, Emma, qui avait 8 ans, et Mason, qui en avait 6. En l'espace de 6 mois, ils se sont mariés, et nous sommes devenus ce que les gens appellent une famille recomposée. Bien que cette recomposition ait ressemblé dès le départ à de l'eau et de l'huile. Au début, j'ai essayé de faire en sorte que cela fonctionne. En tant qu'enfant du milieu, j'avais toujours été le pacificateur, celui qui savait s'adapter. J'ai accueilli Emma et Mason, en leur montrant notre quartier, en les incluant dans nos jeux, et en les défendant à l'école quand d'autres enfants faisaient des remarques sur notre organisation familiale particulière. Je pensais que si je pouvais simplement les aimer assez, nous deviendrions la famille idéale que mon père semblait croire que nous étions déjà. Mais Caroline avait des idées bien différentes sur la dynamique familiale. Les changements ont d'abord été subtils. De petits privilèges étaient accordés à ses enfants biologiques, tandis que des exigences de plus en plus lourdes pesaient sur mes frères et sœurs et sur moi. Quand Emma a voulu la plus grande chambre que Sarah et moi partagions, Caroline a convaincu mon père qu'il était logique que nous déménagions dans les pièces plus petites du sous-sol, sous prétexte que les adolescents ont besoin d'intimité de toute façon. Quand Mason a cassé mon projet de foire scientifique la veille de l'évaluation, on m'a dit d'être mûr et de montrer l'exemple plutôt que de me fâcher. Mon père, si désireux de faire fonctionner son nouveau mariage, est devenu aveugle à ce déséquilibre. Il avait été dévasté par la mort de ma mère et semblait considérer Caroline comme son salut. Chaque fois que j'essayais de souligner une injustice, il m'accusait d'être difficile ou de ne pas faire assez d'efforts pour accepter ma nouvelle mère. Caroline n'était pas ma mère, et sa comparaison constante entre moi et ma vraie mère, toujours en ma défaveur, le montrait clairement. Malgré les tensions croissantes à la maison, j'ai réussi brillamment mes études. L'école est devenue mon sanctuaire, un endroit où l'effort et la réussite étaient récompensés équitablement. J'ai rejoint tous les clubs possibles, en partie par intérêt réel, mais aussi pour minimiser le temps passé à la maison. À 14 ans, je suivais des cours avancés et travaillais le week-end au magasin de bricolage local, économisant chaque centime pour le fonds universitaire que ma mère avait ouvert pour moi avant de mourir. Ma relation avec mes frères et sœurs était complexe. Sarah, de 2 ans mon aînée, cherchait déjà à s'échapper, se concentrant sur l'obtention d'une bourse pour une université aussi éloignée que possible. Elle essayait de me protéger des pires manipulations de Caroline, mais elle menait ses propres combats. Mon petit frère, Noah, trop jeune pour se souvenir de notre mère, est devenu le centre d'une lutte entre les tentatives de Caroline de le façonner comme le sien et mes efforts désespérés pour faire vivre le souvenir de notre mère pour lui. Avec mes demi-frères et sœurs, je maintenais une neutralité prudente. Emma, la plus proche de moi par l'âge, montrait parfois des signes d'affection fraternelle sincère, surtout quand Caroline ne regardait pas. Mason, plus jeune et plus influencé par les attitudes de sa mère, oscillait entre la recherche de mon approbation et la répétition des critiques de Caroline à mon encontre. Notre maison dans la banlieue de Détroit était confortable, mais sans luxe. Mon père travaillait comme cadre moyen dans une entreprise de fournitures automobiles, un emploi stable, mais insuffisant pour faire vivre une famille de 7 personnes sans une gestion rigoureuse. Cette contrainte financière est devenue une autre arme dans l'arsenal de Caroline, car elle rappelait fréquemment à mon père combien les activités extrascolaires d'Alec et les visites d'université de Sarah coûtaient à la famille. À 16 ans, j'avais planifié mon avenir avec la précision de quelqu'un de bien plus âgé. J'allais obtenir mon diplôme plus tôt, décrocher des bourses pour étudier l'ingénierie à Michigan State, travailler pendant mes études et bâtir une carrière qui ferait la fierté de ma mère.
Ce que je n'avais pas prévu, c'était à quel point Caroline travaillerait à saboter ses plans, ni à quel point mon père s'abandonnerait à sa vision de notre famille, une vision qui me laissait de moins en moins de place. L'été de ce fameux voyage à la plage, les tensions s'accumulaient depuis des mois. Mon père avait promis de doubler mes économies pour l'ordinateur portable dont j'avais besoin pour l'école, puis s'était rétracté lorsque Caroline avait mentionné que Mason avait besoin d'un appareil dentaire. Sarah était partie à l'université l'automne précédent et, sans elle pour faire tampon, le traitement que me réservait Caroline était devenu plus ouvertement hostile. De petites remarques sur le fait que je ressemblais exactement à ma mère mais n'avais pas sa gentillesse, que je devenais difficile tout comme Sarah, ponctuaient les conversations quotidiennes. J'essayais de maintenir la paix en me rendant utile, en préparant les dîners quand Caroline se disait trop fatiguée, en aidant Noah et même Mason pour leurs devoirs, en prenant des heures de travail supplémentaires pour contribuer aux dépenses de la maison. Mais quoi que je fasse, ce n'était jamais assez pour mériter la même affection que mon père manifestait aux enfants de Caroline, ou même à Noah, qui était alors sous l'influence totale de Caroline. Le voyage à la plage était une tradition dans la famille de ma mère depuis des générations. Chaque été, nous passions une semaine dans un chalet loué sur le lac Michigan, à construire des châteaux de sable, à nager jusqu'au coucher du soleil et à manger des glaces sur la jetée. Après sa mort, mon père avait poursuivi la tradition, et cela restait le seul moment de l'année où je me sentais proche à la fois de mon passé et de ma famille. Même après l'arrivée de Caroline dans notre famille, ces semaines à la plage étaient restées sacrées jusqu'à cet été où tout a changé. Au moment où j'ai eu 16 ans, les inégalités subtiles de notre foyer s'étaient transformées en habitudes bien ancrées. Alors qu'Emma et Mason recevaient de nouveaux vêtements au début de chaque année scolaire, on me disait de me contenter des vêtements d'occasion de Sarah ou d'articles de magasins de déstockage. Parce que tu grandis si vite, ce n'est tout simplement pas raisonnable. Quand Mason voulait participer à des stages de football coûteux, mon père trouvait l'argent. Mais quand j'avais besoin de frais d'inscription pour des concours académiques, on me disait de trouver des fonds ou de payer avec mes propres économies. Je travaillais au magasin de bricolage Hardiness depuis l'âge de 14 ans, commençant par balayer les sols et remplir les étagères avant d'obtenir une promotion comme caissier. À 16 ans, je travaillais 20 heures chaque week-end, plus les mercredis et jeudis soirs. Chaque dollar que je gagnais était divisé en 3 parts. Un tiers pour les dépenses immédiates comme les fournitures scolaires et les vêtements, un tiers pour l'épargne universitaire et un tiers pour contribuer aux factures de la maison. Les enfants de Caroline n'avaient pas de telles obligations. Tu lui apprends la responsabilité, ai-je entendu un jour Caroline dire à mon père lorsqu'il s'est demandé si je ne travaillais pas trop d'heures. De plus, il a besoin de comprendre que la vie ne lui est pas offerte sur un plateau d'argent. L'ironie de cette déclaration, vu tout ce qui était offert à ses propres enfants, échappait apparemment à tous les deux. La trahison la plus douloureuse est survenue lorsque j'ai découvert la vérité sur mon fonds universitaire. Ma mère, se sachant mourante, avait mis de côté 10 000 $ pour chacun de ses enfants. Ce n'était pas suffisant pour payer des études complètes, mais c'était son dernier cadeau destiné à nous aider à construire notre avenir. Quand j'ai eu 16 ans et que j'ai commencé à chercher des universités sérieusement, j'ai interrogé mon père sur l'accès à ces fonds. Son hésitation aurait dû m'alerter. Nous devons en parler, a-t-il dit en fuyant mon regard. Il y a eu des changements. Ces changements s'étaient traduits par un épuisement complet de mon fonds universitaire. Caroline avait convaincu mon père qu'Emma et Mason avaient besoin d'une école privée après des incidents à l'école publique. Des incidents qui, curieusement, n'avaient jamais nécessité l'implication directe de mon père. Les frais de scolarité avaient été prélevés sur l'héritage que ma mère m'avait laissé. Nous t'aiderons à trouver des bourses, me promettait mon père chaque semaine. Et tu pourras contracter des prêts comme le font la plupart des jeunes. Emma et Mason en avaient besoin maintenant. Et tes notes sont si bonnes que tu obtiendras de l'aide financière de toute façon. Je n'ai pas explosé de colère comme Sarah l'aurait fait. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, je me suis excusé et j'ai passé l'heure suivante assis dans le parc au bout de la rue, à regarder le vide. Ce soir-là, j'ai appelé le magasin de bricolage et j'ai demandé plus d'heures. Mon responsable, Monsieur Harding, un homme bourru mais bon qui avait connu ma mère, n'a pas posé de questions. Il m'a simplement ajouté au planning et a fait semblant de ne pas remarquer quand je disparaissais parfois dans la réserve avec les yeux rouges. À mesure que Caroline consolidait sa place dans notre famille, les traditions ont commencé à changer. Les dîners du dimanche, autrefois un moment pour partager les histoires de notre semaine, sont devenus des vitrines pour les chants d'Emma ou les réussites sportives de Mason. Mes succès, comme ma première place au concours scientifique régional,
recevait une brève approbation avant que la conversation ne change de sujet. Les soirées cinéma en famille ne présentaient plus que des films appréciés par Emma et Mason, tandis que mes suggestions étaient écartées, jugées trop sérieuses ou ennuyeuses. Les photos de famille ont subi une transformation similaire. De nouvelles images montrant Caroline, Emma et Mason avec mon père et Noah ont commencé à remplacer les plus anciennes qui incluaient ma mère, Sarah et moi. À mes 16 ans, la seule trace visible de ma mère dans notre maison était une petite photo unique dans ma chambre et une autre dans la chambre désormais vide de Sarah. L'isolement que je ressentais a atteint son paroxysme lors de mon 16e anniversaire. Ma mère avait toujours rendu les anniversaires spéciaux avec mes plats préférés, des cadeaux choisis avec soin et une journée centrée sur les préférences de l'enfant fêté. Sous le règne de Caroline, mon dîner d'anniversaire a été programmé un soir où je devais travailler tard, car c'était le seul moment qui convenait à tout le monde. Quand je suis arrivé à la maison, ils avaient déjà mangé la majeure partie du repas. Pas mes plats préférés, mais ceux de Mason, sous prétexte qu'ils passaient une commande de toute façon. Le cadeau de mon père était une carte cadeau ordinaire. Caroline et ses enfants ne s'étaient même pas donné la peine de faire ce semblant de geste. Plus tard cette nuit-là, j'ai trouvé Noah assis sur mon lit qui m'attendait. À 10 ans, il était de plus en plus partagé entre l'alignement familial encouragé par Caroline et son affection naturelle pour ses frères et sœurs biologiques. Il m'a tendu un paquet emballé maladroitement, une photo encadrée de notre mère me tenant bébé qu'il avait récupéré dans un carton au sous-sol. J'ai entendu Caroline dire à papa qu'il devait ranger ses affaires au grenier, a-t-il chuchoté. Je ne me souviens pas beaucoup de maman, mais je sais qu'elle te manque. Ce petit acte de rébellion et d'affection m'a presque brisé. Je l'ai serré fort dans mes bras, le remerciant pour ce cadeau parfait. Après son départ, j'ai soigneusement caché la photo, sachant instinctivement que Caroline trouverait un moyen de la faire disparaître si elle la découvrait. La première confrontation majeure a eu lieu peu après mon anniversaire. Mon père avait promis d'assister à ma remise de prix scolaire où je recevais une distinction pour avoir la moyenne générale la plus élevée de ma classe. Le matin de l'événement, il m'a informé qu'il ne pouvait pas venir parce que Mason avait un match de football. C'est la 3e fois que tu choisis un de leurs événements plutôt qu'un des miens, ai-je dit calmement, déterminé à ne pas m'énerver. Ce n'est pas juste, Alec. Nous vous soutenons tous de la même manière. Ah bon? C'est quand la dernière fois que tu as manqué un match de Mason pour quelque chose que je faisais, ou un spectacle d'Emma? Son silence a été sa seule réponse. Lorsqu'il a fini par parler, ces mots ont révélé à quel point Caroline avait redéfini l'histoire de notre famille. Tu as toujours été si indépendant, Alec. Mason et Emma ont besoin de plus d'encouragement. Ils n'ont pas cette confiance naturelle que tu as. L'absurdité de cette déclaration, attribuant mon autonomie née de la nécessité à un trait inné qui justifiait leur abandon, m'a laissé sans voix. Je suis allé à la cérémonie seul, j'ai reçu mon prix sous les applaudissements d'inconnus, et je suis rentré chez moi pour constater que personne ne m'avait même demandé comment cela s'était passé. Cette nuit-là, j'ai découvert un autre élément troublant. En cherchant dans notre album de photos de famille une photo de ma mère pour un projet scolaire, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur les photos récentes. Sur les photos de groupe où je me tenais au bord du cadre, l'image avait été recadrée pour m'éliminer complètement. Sur d'autres, j'étais positionné si loin en arrière-plan qu'un observateur occasionnel ne m'aurait jamais identifié comme faisant partie de la famille. Cet effacement délibéré était si méthodique qu'il ne pouvait pas être accidentel. Caroline me coupait littéralement de l'histoire familiale, et mon père était soit complice, soit inconscient. La réalité s'est installée dans mon estomac comme une pierre. J'étais systématiquement effacé de ma propre histoire familiale. À l'approche de juillet, j'ai commencé à attendre nos vacances annuelles à la plage avec un empressement qui aurait dû m'avertir que quelque chose n'allait pas. Les mois précédents avaient été marqués par une suite d'exclusions mineures et de trahisons plus importantes, et je voyais ce voyage comme ma dernière chance de renouer avec mon père et mes frères et sœurs, loin de l'influence constante de Caroline. Le chalet du lac Michigan avait été réservé des mois à l'avance, le même que nous louions depuis mon enfance. J'avais économisé pour acheter une nouvelle canne à pêche à Noah, imitant ce que notre mère avait fait pour moi à son âge. J'avais prévu de me lever tôt chaque matin pour regarder le lever du soleil sur l'eau, comme je le faisais avec ma mère. Pendant une semaine, je pensais que nous pourrions nous souvenir de qui nous étions avant Caroline. 2 semaines avant le départ prévu, je suis rentré du travail pour trouver la famille réunie dans le salon, les valises déjà en préparation bien plus tôt que d'habitude. Mon père et Caroline ont échangé des regards avant qu'ils ne s'expriment. Alec,
nous devons parler du voyage à la plage, a-t-il commencé, évitant de me regarder. Monsieur Harding a mentionné qu'il manque de personnel ce mois-ci et Caroline et moi pensons qu'il serait plus sérieux que tu restes ici pour prendre des heures de travail supplémentaires. La manière bien rodée dont il a prononcé ce discours m'a indiqué qu'il avait été répété. Ce n'était pas une décision soudaine. J'ai déjà organisé mes congés, ai-je dit, l'incompréhension laissant place à un sentiment de déception. Monsieur Harding les a validés il y a des mois. Caroline est intervenue calmement. C'était avant que 2 de ses employés ne démissionnent. Il m'a mentionné la semaine dernière au magasin à quel point il serait utile que tu puisses couvrir ses heures. J'ai pris la liberté de lui dire que tu serais ravi de l'aider. J'ai regardé mon père, attendant qu'il reconnaisse cette manipulation. Au lieu de cela, il a hoché la tête en signe d'approbation. Cela montre une grande maturité, mon fils, et cet argent supplémentaire t'aidera pour ton fonds universitaire. Le fonds universitaire qui avait déjà été vidé pour l'école privée d'Emma et Mason. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Nous allons toujours au même chalet. Ai-je demandé, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. Je pourrais venir pour le week-end, après mon service de samedi. Un autre regard s'est échangé entre eux. En fait, a dit Caroline avec un enthousiasme artificiel, nous avons décidé d'essayer un nouvel endroit cette année. Une de mes amies nous a proposé sa maison de plage à Traverse City. Elle est plus petite que le chalet, elle n'a que 3 chambres, donc cet arrangement convient parfaitement. 3 chambres. Une pour mon père et Caroline, une pour Emma et Mason, une pour Noah. Pas de place pour moi, même si j'avais pu venir pour une partie du séjour. Il n'avait jamais été question de travail. Il s'agissait de m'exclure complètement. Noah, qui écoutait tranquillement, est intervenu. Mais Alec vient toujours à la plage. Il m'apprend à pêcher et m'aide à faire des châteaux de sable. Le sourire de Caroline s'est crispé. Tu deviens trop grand pour les châteaux de sable, mon chéri. Et Mason pourra t'apprendre à jouer au volley de plage à la place. C'est beaucoup plus amusant que de pêcher. Le remplacement systématique de mon rôle dans la vie de Noah ne pouvait pas être plus évident. J'ai regardé Emma, me demandant si elle ressentait un quelconque malaise face à cette situation. Elle observait ses ongles, évitant mon regard. Le matin de leur départ, je me tenais dans l'allée à les regarder charger le monospace. Noah m'a serré fort dans ses bras, glissant un petit coquillage dans ma main. Comme ça, tu as un morceau de la plage, a-t-il chuchoté. Emma m'a fait un signe de la main hésitant. Mason ne m'a pas regardé du tout. Mon père m'a promis vaguement de se rattraper d'une manière ou d'une autre, tandis que Caroline gérait efficacement le chargement, visiblement impatiente de prendre la route. Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué un détail qui confirmait ma situation. Le coffre de toit de la voiture était complètement rempli. Ils avaient fait leur bagage comme s'ils emmenaient une 7e personne. Il n'y avait jamais eu de problème de place. Ils ne voulaient tout simplement pas de moi. La maison m'a semblé immense ce premier soir. J'ai fait chauffer un plat surgelé et j'ai mangé seul à la table de la cuisine, essayant de ne pas regarder les chaises vides. J'ai appelé Monsieur Harding, qui a semblé confus quand je lui ai proposé de faire des heures supplémentaires. Je n'ai pas demandé de renfort, a-t-il dit. Ta belle-mère m'a mentionné que tu voulais faire plus d'heures en août, mais je lui ai dit que le planning était déjà fixé pour juillet. Un autre mensonge révélé. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, déçu mais sans surprise face à cette confirmation. Le lendemain, je suis allé travailler comme prévu, me donnant à fond dans mes tâches au point que Monsieur Harding m'observait avec inquiétude. Quand je rentrais, je parcourais la maison vide, constatant combien de photos de famille avaient déjà été modifiées pour réduire ou supprimer ma présence. Dans le salon, le mur des photos de vacances des années précédentes avait été réorganisé, plusieurs images ayant disparu, précisément celles où j'apparaissais au centre. Le 2e soir de leur séjour, Sarah m'a appelé depuis l'université. Elle avait essayé de joindre papa sans réponse, puis avait appelé le numéro de ligne fixe du chalet pour apprendre de la propriétaire que la famille ne l'avait pas loué cette année. Inquiète, elle m'avait appelé. Ils sont allés à Traverse City à la place, ai-je expliqué, essayant de garder un ton neutre. Une amie de Caroline leur a proposé une maison de plage. Et tu n'y es pas allé? La surprise dans sa voix m'a rassuré. Elle aussi trouvait cela étrange. Apparemment, il n'y avait pas de place pour moi, ai-je dit. Et ils m'ont dit que Monsieur Harding avait besoin de moi pour faire des heures supplémentaires.
Sarah est restée silencieuse un moment. C'est incroyable, Alec. Papa ne nous aurait jamais exclus d'un voyage à la plage du vivant de maman. Papa n'est plus la même personne, ai-je répondu calmement. Non, en effet. Sa voix s'est durcie. Écoute, j'ai parlé à mamie et papy Miller. Les parents de notre mère, qui s'étaient éloignés après l'arrivée de Caroline. Ils essayaient de rester en contact avec nous, mais Caroline leur bloquait l'accès, leur disant que nous étions occupés ou trouvant des excuses pour qu'ils ne viennent pas nous voir. Cette révélation m'a surpris. Nos grands-parents avaient joué un rôle important dans nos vies auparavant. Ils semblaient s'être retirés après la mort de notre mère, et j'avais attribué cela à leur chagrin. Apprendre qu'ils avaient été écartés de force ajoutait un élément de plus à la méthode de Caroline pour démanteler nos liens familiaux. Le lendemain, j'ai reçu un message de Noah envoyé depuis le téléphone d'Emma. Tu me manques. Maman s'est dit que nous ne pouvons pas t'appeler parce que cela te rendrait triste de ne pas être venu, mais je voulais que tu vois le château de sable que j'ai fait. En pièce jointe se trouvait la photo d'un château de sable entouré d'un fossé. À l'arrière-plan, je pouvais voir mon père et ma sœur jouer au volley, Caroline prendre le soleil, et Emma prendre la photo. Il ressemblait à une famille parfaite de 5 personnes. Une famille qui ne nous incluait pas, Sarah et moi. Plus tard ce soir-là, Emma m'a appelé, l'air anxieux. Je suis censé aller chercher de la glace, a-t-elle dit rapidement. Alec, je dois te dire quelque chose. Ce voyage n'a pas été décidé au dernier moment. Maman le prépare depuis des mois. Elle a indiqué au Miller une semaine différente pour qu'il ne nous croise pas, et elle a marqué une pause. Elle parle à papa de te faire emménager dans un appartement à la rentrée d'automne. Elle dit que tu es assez grand pour être indépendant. Mon 16e anniversaire avait eu lieu 2 mois plus tôt. L'âge légal pour vivre de manière indépendante était de 18 ans. Il ne s'agissait pas d'indépendance. Il s'agissait d'élimination. Pourquoi me dis-tu cela, ai-je demandé. Parce que ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté. Et parce que. Une autre pause. J'ai vu maman fouiller dans ta chambre avant notre départ. Elle rangeait des affaires dans des cartons. L'appel s'est arrêté brusquement, interrompu par des voix étouffées en arrière-plan. Je suis resté assis dans la maison sombre, rassemblant les pièces du puzzle. Ces vacances n'étaient pas seulement destinées à m'exclure d'une tradition familiale. Elles servaient de couverture à quelque chose de plus définitif. Mon estomac s'est noué en réalisant ce qui se tramait en mon absence. Le jour de leur retour, je suis rentré tard volontairement, ayant pris un service supplémentaire, plus pour éviter le retour délicat que pour le gain financier. Quand j'ai franchi la porte, la maison était empreinte de cette gêne propre aux personnes qui essaient trop de faire semblant. Noah a couru pour m'embrasser, mais a été rapidement rappelé par Caroline pour défaire ses affaires. Mon père m'a salué distraitement avant de s'isoler dans son bureau. Emma évitait mon regard et ma sœur affichait un sourire moqueur qui m'a alerté. « Comment s'est passé le travail, Alec ?» a demandé Caroline avec un enthousiasme fin. « Tu nous as manqué à la plage. » Le mensonge était si évident que je n'ai pas pris la peine de relever. « Je vais me doucher et me coucher », ai-je dit en me dirigeant vers les escaliers. « Oh, Alec » m'a interpellé Caroline. Sa voix était douce mais empreinte de satisfaction. « Nous avons dû faire quelques rangements pendant ton absence. Ne sois pas surpris. » Cet avertissement, présenté comme s'il s'agissait d'une attention, n'a fait qu'accentuer mon anxiété alors que je montais l'escalier menant à ma chambre. La porte était fermée, ce qui était inhabituel. Je la laissais toujours ouverte en mon absence. Inspirant un grand coup, j'ai tourné la poignée et suis entré. Au début, mon cerveau n'a pas compris ce que je voyais. La pièce était bien la mienne par ses dimensions et l'emplacement de la fenêtre, mais tout le reste avait changé. Mon lit, avec sa couette bleue familière, avait disparu, remplacé par un futon ordinaire au drap neutre. Mon bureau, sur lequel j'avais passé tant d'heures à étudier, avait disparu, tout comme ma bibliothèque et les livres que j'avais accumulés au fil des ans. Les murs, autrefois couverts de mes distinctions scolaires, d'affiches scientifiques et de photos de moi avec mes amis et ma famille, étaient nus, à l'exception de tableaux de paysages sans relief assortis au nouveau rideau beige. Je suis resté figé sur le seuil, essayant de comprendre cette transformation. Ma chambre avait été convertie en ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel, impersonnelle, peu accueillante et vide de toute trace de mon existence. Lentement, j'ai commencé à ouvrir les tiroirs et les placards,
espérant trouver mes affaires simplement rangées ailleurs. Les tiroirs contenaient des serviettes propres et des couvertures supplémentaires. Le placard abritait un aspirateur et des cartons de rangement. Aucun de mes vêtements, aucun de mes livres, aucune trace de ma présence ne subsistait. Déboussolé, je suis redescendu. Caroline était dans la cuisine à ranger les courses comme si de rien n'était. Mon père n'était toujours pas visible. Où sont mes affaires? Ai-je demandé, ma voix me semblant étrange. Au sous-sol, a répondu Caroline sans lever les yeux. Nous voulions convertir cette pièce en chambre d'amis depuis longtemps, et cela a semblé l'occasion idéale. Ton père a convenu qu'il était plus logique que tu t'installes au sous-sol maintenant que tu es plus grand. Tu auras plus d'intimité. Le sous-sol comptait 2 petites pièces, l'une qui avait appartenu à Sarah jusqu'à son départ pour l'université, et une autre qui servait de débarras. Aucune n'avait de véritable fenêtre ni de chauffage adéquat en hiver. Vous avez déménagé toutes mes affaires sans me demander, sans même m'avertir. Ne sois pas dramatique, Alec. C'est toujours ta maison. Nous devions simplement optimiser l'espace. Sont-on laissé entendre que je me montrais déraisonnable de contester la disparition de mon espace personnel? Je me suis détourné d'elle pour me diriger vers le salon où un autre choc m'attendait. Le mur des photos de famille avait été entièrement réorganisé. Chaque image sur laquelle je figurais avait disparu. De nouvelles photos du récent voyage à la plage avaient déjà été encadrées et installées en bonne place. Une famille parfaite de 5 personnes profitant de ses vacances. Sur les photos plus anciennes où je ne pouvais pas être complètement retiré, j'avais été recadré, laissant des compositions maladroites que personne ne questionnerait à moins de chercher la partie manquante. Horrifié, j'ai parcouru la maison, constatant la disparition systématique de ma présence. La porte du réfrigérateur, autrefois couverte de mes récompenses scolaires et de dessins d'enfance, n'affichait plus que les réussites de Noah, Emma et Mason. Le calendrier familial dans la cuisine ne mentionnait plus mes horaires de travail ni mes rendez-vous scolaires. Même le tableau des corvées dans la buanderie avait été mis à jour pour retirer mon nom de la rotation. Je suis descendu au sous-sol, allumant les lumières au fur et à mesure. L'ancienne chambre de Sarah était intacte, préservée comme si elle pouvait revenir d'un jour à l'autre, une attention dont je ne bénéficiais pas. La porte du débarras était entr'ouverte, et à l'intérieur, j'ai trouvé des cartons empilés à la va-vite portant des étiquettes de l'écriture de Caroline. Alec, livre, Alec, vêtements, Alec, école. En ouvrant les cartons pour évaluer ce qui avait été gardé et ce qui avait été jeté, j'ai découvert un autre détail troublant. Mes photos de famille, celles qui avaient été retirées des cadres, avaient été altérées. Sur certaines, mon visage avait été découpé au ciseau. Sur d'autres, j'avais été recouvert de feutre ou raturé. Ces photos abîmées avaient été jetées dans un carton étiqueté Alec, d'hiver. Le bruit de pas dans l'escalier a annoncé l'arrivée de mon père. Il se tenait de manière embarrassée sur le seuil, incapable de me regarder dans les yeux. Ta belle-mère a pensé qu'il serait préférable de faire ces changements pendant que tu étais occupé, a-t-il dit, comme si cela expliquait ou excusait quoi que ce soit. La chambre d'amis était prévue depuis un moment. Et m'effacer de chaque photo de famille, c'était prévu aussi? J'ai brandi l'une des photos abîmées où mon visage avait été gratté avec ce qui ressemblait à la pointe d'un couteau. Il a blêmi. Je n'étais pas au courant de cela. Ce n'est pas. Je suis sûr que Caroline n'a pas. Arrête de mentir, papa. Arrête de faire comme si tout cela était normal. Ma voix restait calme même si je sentais mon monde s'effondrer. Qu'est-ce qui se passe réellement ici? Il a poussé un soupir, semblant fatigué et vaincu. Caroline pense qu'il serait préférable que tu commences à envisager un mode de vie plus indépendant. Tu as presque 17 ans. Tu as un emploi. Tu es responsable. J'ai 16 ans, ai-je corrigé. Mon anniversaire a eu lieu il y a 2 mois. Où as-tu oublié cela aussi? 17 ans bientôt, a-t-il ajouté. Et tu as toujours été mûr pour ton âge, Caroline pense. Je me fiche de ce que pense Caroline. Ma voix s'est brisée pour la première fois. Qu'en penses-tu, papa? Penses-tu qu'il soit normal de chasser ton fils de 16 ans de sa maison? De l'effacer des photos de famille, de faire comme s'il n'existait pas? Il n'a pas répondu. Alors que j'attendais qu'il me défende, qu'il montre un signe du père qu'il avait été, j'ai entendu Caroline l'appeler depuis l'étage. Sans un mot de plus, il s'est détourné et a monté les escaliers,
me laissant seul au milieu des cartons contenant les restes de ma vie. Plus tard cette nuit-là, je les ai entendus se disputer dans leur chambre. À travers la grille de chauffage reliée au sous-sol, leur voix se propageait clairement. « Cela va trop loin », disait mon père. « C'est toujours mon fils. Tu ne peux pas simplement l'effacer. »« Je ne l'efface pas », répondait Caroline, la voix agacée. « Je l'aide à devenir indépendant, ce qui est plus que ce que tu as fait. Ce n'est plus un enfant, Thomas, et sa présence ici crée des tensions avec Mason et Emma. Même Noah ne sait plus à qui il doit sa fidélité. Il a 16 ans. Nous ne pouvons pas légalement. Nous ne l'abandonnons pas, a-t-elle interrompu. Nous l'accompagnons vers l'âge adulte. Le sous-sol est parfait pour commencer. Il a sa propre salle de bain en bas. Nous pouvons installer un mini-réfrigérateur et un micro-ondes. C'est ce qu'aurait eu Sarah si elle n'était pas partie à l'université. Sarah avait 18 ans quand elle est partie, et elle a choisi de partir, a protesté mon père. Et Alec peut choisir de rester au sous-sol ou de trouver son propre logement. Il travaille. Il est intelligent. Il s'en sortira. Honnêtement, Thomas, je fais cela pour son bien. Il doit cesser de se reposer sur toi pour tout. L'ironie de cette déclaration, alors que j'étais autonome depuis des années tandis que ses enfants recevaient une aide constante, était flagrante. Mais ce qui m'a blessé le plus a été la réponse de mon père. « D'accord », a-t-il soupiré. « Nous allons essayer de ta façon. Mais je ne le force pas à partir s'il veut rester. » « Bien sûr que non », a dit Caroline, rassurée par sa victoire. Nous lui offrons simplement des options. Alors que leur voix s'estompait, je suis resté assis sur le sol au milieu des cartons de ma vie démantelée, une grande lucidité m'envahissant. Il n'était pas question d'une chambre d'amis ou de m'aider à devenir indépendant. C'était l'aboutissement d'années de campagne de la part de Caroline pour éliminer tout souvenir de ma mère de notre famille. Et en tant qu'enfant qui lui ressemblait le plus, j'étais devenu la cible principale. Cette nuit-là, seul dans la pièce inconnue du sous-sol, entouré des cartons de mes affaires, j'ai ressenti un effondrement émotionnel total. Pendant des années, j'avais gardé mon calme, pensant que si je travaillais assez, si je réussissais assez ou si je me rendais utile, je sécuriserais ma place dans ma propre famille. À présent, la preuve matérielle de mon exclusion était empilée autour de moi dans des cartons de déménagement. Mon identité était découpée des photos de famille. Je me suis autorisé une nuit de chagrin complet. J'ai pleuré pour la mère que j'avais perdue. Pour le père qui avait choisi sa nouvelle famille plutôt que ses propres enfants, pour mes frères et sœurs à qui l'on apprenait à m'oublier, et pour mon enfance qui m'avait été volée pièce par pièce. J'ai pleuré jusqu'à en avoir la gorge irritée et les yeux gonflés, étouffant mes sanglots dans un oreiller pour que personne à l'étage n'entende ma détresse. Le matin a apporté un sentiment de calme particulier, celui qui survient lorsque l'on a touché le fond et que l'on sait qu'on ne peut que remonter. Je me suis douché au sous-sol, je me suis habillé avec des vêtements sortis des cartons, et je suis monté pour trouver Noah qui m'attendait à la table de la cuisine, le regard inquiet. « Est-ce que tu nous quittes ?» a-t-il demandé dès que nous nous sommes retrouvés seuls. « Je ne sais pas encore », ai-je répondu honnêtement. « Caroline a dit à papa que tu voulais ton propre appartement parce que tu te crois trop bien pour nous maintenant. » Sa voix tremblait. Elle a dit que c'était pour cela que tu n'étais pas venu à la plage. La manipulation était évidente. Noah, tu sais que ce n'est pas vrai. Ils m'ont dit de rester ici. Tu étais là quand ils l'ont dit. Il a hoché la tête lentement. Je sais, mais papa dit que parfois nous nous souvenons des choses différemment quand nous sommes fâchés. Caroline manipulait l'esprit de mon frère de 10 ans, réécrivant des événements dont il avait été témoin. Cette réalisation a éveillé en moi une colère qui s'accumulait depuis des années. Noah, écoute-moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Rien de ce que dit Caroline ne changera cela. Mais elle te raconte des choses qui sont fausses, et je pense que tu le sais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a jeté le coquillage que je t'ai donné. Je l'ai vu dans la poubelle quand nous sommes rentrés. Cette petite méchanceté, jeter le cadeau d'un enfant à son frère, confirmait tout. Caroline n'essayait pas seulement de m'éloigner de la famille. Elle tentait activement de briser les liens fraternels pour m'isoler complètement. Plus tard ce matin-là, Sarah est arrivée sans prévenir. Elle avait fait 5 heures de route depuis l'université après avoir reçu mon message décrivant la situation. Caroline a montré son mécontentement de la voir,
mais à garder une apparence polie alors que Sarah annonçait qu'elle m'emmenait prendre le petit déjeuner. Au restaurant, à l'écart de la maison, Sarah et moi avons fait le point. La situation était plus calculée que je ne l'avais imaginé. Sarah avait été la première à être isolée. Caroline avait intercepté le courrier de nos grands-parents, oublié de transmettre les appels de Sarah à mon père et l'avait convaincu que la décision de Sarah d'étudier hors de l'État était un rejet de la famille plutôt qu'une opportunité universitaire. Elle travaille papa depuis des années, a dit Sarah, lui racontant que nous lui en voulons de s'être remariés, que nous essayons de saboter sa relation avec Noah, que nous lui manquons de respect. Rien de tout cela n'est vrai, mais il la croit parce que c'est plus facile que d'admettre qu'il l'a choisi plutôt que nous. Quand nous sommes rentrés, mon père attendait dans le salon, affichant un mélange de culpabilité et de défensive. Caroline était assise à ses côtés, formant un front uni. Emma se tenait dans l'encadrement de la porte tandis que Mason était installé dans l'escalier, curieux de la confrontation à venir. Noah n'était pas visible. Nous devons parler de ta situation, a commencé mon père. Tu veux dire mon expulsion, ai-je répliqué, libérant la colère contenue depuis des années. Soyons clairs sur ce qui se passe ici. Caroline est intervenue calmement. Personne ne t'expulse, Alec. Nous constatons simplement que tu grandis et que tu as besoin d'indépendance. La pièce du sous-sol n'est pas un appartement, a interrompu Sarah. C'est un débarras sans fenêtre avec un lit, et il a 16 ans. Il n'est pas question d'indépendance. Il s'agit de l'effacer. Mon père s'est agité sur son siège. Personne n'efface personne. C'est toujours la maison d'Alec. Vraiment? Je me suis approché du mur des photos, désignant l'affichage où je ne figurais plus. Alors pourquoi n'apparais-je sur aucune photo de famille? Pourquoi ma chambre est-elle devenue une chambre d'amis? Pourquoi mes corvées ont-elles été réattribuées, mes récompenses retirées du réfrigérateur et mon nom effacé du calendrier? Mon père a semblé surpris, se tournant vers Caroline. De quoi parle-t-il? À ce moment-là, j'ai réalisé que mon père n'était pas pleinement complice. Il ignorait la portée des agissements de Caroline. Elle avait fait ces changements de manière progressive, banalisant chaque étape jusqu'à ce que la disparition de ma présence lui semble tout à fait ordinaire. Montre-lui, ai-je dit à Sarah, qui a sorti son téléphone et a commencé à afficher des photos prises plus tôt. Des comparaisons d'images de famille avant Caroline Vainti, des photos des images abîmées au sous-sol, des clichés de ma chambre vidée. Au fur et à mesure que mon père faisait défiler les images, son visage changeait. Il s'est tourné vers Caroline. Sa voix contenait une question qu'elle ne voulait pas aborder. Thomas, tu exagères. Je faisais juste du rangement pour harmoniser la maison. Alec n'aime pas être pris en photo. Je respectais sa vie privée. Le mensonge était si énorme qu'il nous a tous laissés silencieux un instant. Puis Mason, sentant la situation délicate de sa mère, est intervenu avec la révélation la plus brutale. Maman a dit que nous refaisions la décoration parce qu'Alec partait définitivement, a-t-il annoncé avec satisfaction. Elle a déjà appelé l'association pour donner ses anciennes affaires. Emma a sursauté dans l'embrasure de la porte, manifestement ignorante de ce détail. Mon père s'est tourné vers Caroline, la surprise laissant place à de la colère. Est-ce vrai? Tu prévois de donner ses affaires? L'assurance de Caroline s'est brisée. Il n'a pas besoin de tous ces vieux jouets. C'est pratiquement un adulte, et il prend trop de place dans cette maison. De la place dont nous avons besoin pour notre vraie famille. Les mots sont restés suspendus. Une vérité dite à voix haute qui ne pouvait être retirée. Notre vraie famille, ce qui ne nous incluait pas, Sarah et moi. Peut-être même pas Noah, sauf s'il se pliait à la vision de Caroline. Je pense, a dit mon père lentement, que toi et moi devons avoir une discussion en privé. Il s'est levé, invitant Caroline à le suivre dans leur chambre. En partant, Mason m'a jeté un regard noir. Bien joué, pleurnicheur. Il a fallu que tu fasses une scène. Emma est restée silencieuse, partagée entre la gêne et le soulagement de voir la vérité apparaître. De l'étage provenaient des voix fortes, mon père interrogeant Caroline qui se défendait. Sarah a posé son bras sur mon épaule. Quoi qu'il arrive entre eux, a-t-elle dit doucement, tu viens avec moi. Ma colocataire est partie le mois dernier. L'appartement est petit, mais tu y seras en sécurité et loin d'ici. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le soulagement d'avoir quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un qui voyait la situation et refusait de la laisser durer.
L'émotion était si forte que je ne pouvais pas parler, je me suis contenté de hocher la tête et de m'en remettre à elle. Plus tard ce soir-là, après des heures de discussion animée entre mon père et Caroline, il m'a appelé dans son bureau. Ses yeux étaient rouges, son attitude abattue. Je ne voyais pas ce qui se passait, a-t-il commencé. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Caroline a elle t'a méthodiquement effacé de cette famille. Je l'ai compris depuis des années, ai-je fini pour lui. Il a hoché la tête, incapable de nier la vérité plus longtemps. Je t'ai abandonné. Et Sarah aussi. J'ai eu si peur de me retrouver seul, de rater un autre mariage, que j'ai laissé Caroline me manipuler et me faire trahir mes propres enfants. Il a levé les yeux, me regardant enfin en face. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux empêcher que cela continue. J'ai dit à Caroline que son comportement était inacceptable. Nous allons suivre une thérapie familiale, et ta chambre te sera restituée immédiatement. Cela aurait dû être la solution attendue, mon père découvrant la vérité, me défendant et choisissant ses enfants plutôt que les manipulations de Caroline. Mais en le regardant, j'ai réalisé qu'il était trop tard. Les dégâts n'étaient pas seulement dans les photos retirées ou les affaires en carton. Ils résidaient dans les années de petites trahisons qui s'étaient accumulées pour créer une rupture de confiance impossible à réparer. Je vais m'installer avec Sarah, ai-je dit doucement. Au moins pour un temps. Il n'a pas discuté, comprenant peut-être qu'il avait perdu le droit de décider de ce qui était le mieux pour moi. Et pour Noah. Je l'appellerai et je viendrai le voir quand je le pourrai. Mais je ne peux pas rester ici, papa. Plus maintenant. En sortant de son bureau, j'ai trouvé Caroline qui m'attendait dans le couloir. Son expression mêlait colère contenue et calcul. Ce n'est pas fini, a-t-elle murmuré, pour mes seules oreilles. C'est toujours ma maison, et Thomas finira par entendre raison. J'ai posé mon regard sur elle, n'étant plus l'enfant intimidé qu'elle avait cherché à affaiblir pendant des années. Retire toutes les photos. Jette tout ce que j'ai pu toucher. Transforme ma chambre en un mémorial pour ta famille parfaite. Cela ne changera rien à la vérité. Quelle vérité? A-t-elle ricané. Que tu es si menacé par le souvenir d'une femme décédée que tu as essayé d'effacer ses enfants. Ce n'est pas de la force, Caroline. C'est de la faiblesse. Et mon père s'en rend compte enfin. Pour la première fois depuis son arrivée dans nos vies, j'ai lu de l'incertitude dans son regard. La première faille dans sa certitude de pouvoir contrôler l'histoire de notre famille. Je me suis éloigné, sachant que quoi qu'il se passe ensuite entre mon père et Caroline, j'avais enfin repris le contrôle de ma propre histoire. La tentative d'effacement avait échoué. J'étais toujours là, moi-même, aucun carton ni aucune photo retirée ne pouvait changer cette réalité essentielle. La semaine qui a suivi la confrontation a été occupée par des décisions matérielles et des bilans émotionnels. Sarah a prolongé sa sous-location d'été pour m'accueillir, et j'ai organisé mon transfert professionnel vers une succursale du magasin de bricolage près de sa ville universitaire. Monsieur Harding a non seulement validé mon transfert, mais il m'a rédigé une excellente lettre de recommandation, ajoutant « J'ai toujours su que quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison. » Avant de partir, j'ai méthodiquement tout consigné, mes contributions financières au foyer au fil des ans, l'épuisement de mon fonds universitaire, les photos abîmées, la chambre vidée. Sarah m'avait suggéré ce travail de mémoire, non pas pour une action en justice, mais pour notre propre clarté d'esprit, afin de lutter contre la manipulation psychologique que nous avions subie, ce doute constant que l'on installait sur nos souvenirs et nos perceptions. J'ai également recontacté nos grands-parents maternels, les Miller, qui ont été choqués d'apprendre à quel point ils avaient été tenus à l'écart de nos vies. Caroline leur avait raconté que nous étions trop occupés pour les recevoir, que le rappel de notre mère nous était douloureux, que nous avions choisi de tourner la page avec notre nouvelle famille. Autant de mensonges destinés à nous isoler des personnes qui auraient pu identifier et contester la manipulation en cours. Nous avons essayé pendant des années de rester connectés, a dit ma grand-mère lors de notre appel téléphonique ému. Ton père nous a dit que vous ne vouliez pas nous voir parce que c'était trop douloureux après la mort de votre mère. Nous n'y avons jamais cru. Mais nous ne voulions pas nous imposer dans vos vies si cela devait vous blesser davantage. Les Miller ont immédiatement offert leur soutien financier et émotionnel. Ils avaient mis de côté de l'argent pour nos études auxquelles Caroline ne pouvait pas accéder, et ils nous ont ouvert leur maison chaque fois que nous avions besoin d'un endroit sûr. Plus important encore, ils ont validé ce que nous avions vécu, confirmant que ce que nous avions subi n'était ni normal ni acceptable.
Le plus difficile a été de dire au revoir à Noah. À 10 ans, il était partagé entre sa fidélité à la famille qu'il côtoyait chaque jour et son affection pour ses frères et sœurs qui partaient. J'ai promis de l'appeler chaque semaine, de lui rendre visite dès que possible et de rester son frère malgré la distance. Caroline dit que tu nous détestes maintenant, m'a-t-il confié alors que nous étions assis sur les marches du porche la veille de mon départ. Caroline raconte beaucoup de choses qui sont fausses, ai-je répondu prudemment. Je ne déteste personne, et surtout pas toi, mais parfois les gens doivent quitter des situations qui les blessent. C'est pour cela que maman est partie? Parce que papa la blessait? Sa question innocente révélait à quel point Caroline avait réécrit jusqu'à la mort de notre mère, transformant son cancer en un abandon. Non, Noah. Maman n'est pas partie par choix. Elle était très malade d'un cancer et elle s'est battue pour rester avec nous parce qu'elle nous aimait plus que tout. Elle n'a jamais voulu nous quitter. Les yeux se sont agrandis. Caroline a dit que maman était partie parce qu'elle n'était pas heureuse avec nous. La cruauté de ce mensonge, raconter à un enfant que sa mère l'avait abandonné plutôt que d'être morte en l'aimant, a renforcé ma détermination à garder le lien avec Noah malgré la distance. Il méritait de connaître la vérité sur notre mère, sur notre famille avant Caroline, sur sa propre histoire. Le jour de mon départ, mon père a aidé à charger mes cartons dans la voiture de Sarah, ses gestes mécaniques, son regard absent. Il avait pris des années en une semaine, le poids de sa complicité et de mon effacement pesant enfin sur ses épaules. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il dit alors que nous nous tenions près de la voiture chargée. Mais je veux que tu saches que je me fais aider. Une vraie aide, pas seulement la thérapie familiale. J'ai laissé ma peur de la solitude m'aveugler sur ce qui vous arrivait, à toi et à Sarah. J'ai échoué en tant que père. Oui, en effet, ai-je convenu, non par cruauté, mais parce que prétendre le contraire n'aurait fait que poursuivre les habitudes de déni qui nous avaient menés là. Mais tu peux encore être un père pour Noah. Tu peux encore le protéger des manipulations de Caroline. C'est ce que je te demande de faire maintenant. Il a hoché la tête gravement. Je le ferai, et je serai là si tu veux un jour revenir. Ce n'est plus chez moi, ai-je dit doucement. Mais peut-être qu'un jour nous pourrons construire quelque chose de nouveau. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années, peut-être même de toute notre vie. Alors que Sarah et moi nous éloignions, j'ai regardé la maison de mon enfance reculer dans le rétroviseur, ressentant à la fois de la tristesse et de la libération. La vie avec Sarah a demandé un temps d'adaptation. Son appartement d'une chambre était étroit pour 2 personnes, mais la fin du conflit psychologique permanent rendait les contraintes matérielles insignifiantes. Nous avons établi de nouvelles habitudes, partagé les corvées équitablement et nous sommes soutenus mutuellement lors des nuits difficiles et des moments de doute. Mon emploi au magasin de bricolage payait moins que celui que j'avais chez Monsieur Harding, mais je complétais mes revenus en travaillant le week-end dans un café universitaire. Chaque dollar allait sur un compte d'épargne destiné à mes études, auquel personne d'autre ne pouvait accéder. Les Miller nous aidaient pour les dépenses imprévues et nous invitaient pour les fêtes, reconstruisant progressivement les liens familiaux que Caroline avait brisés. Mon lycée m'a permis de terminer mon année scolaire à distance, en envoyant mes devoirs par voie électronique et en passant mes examens à l'université locale. Malgré ces perturbations, j'ai maintenu ma moyenne générale et j'ai même devancé certains cours, déterminé à obtenir mon diplôme plus tôt pour commencer mes études universitaires selon mes propres choix. Le développement le plus inattendu est survenu 3 mois après mon départ, quand Emma m'a contacté par les réseaux sociaux. Son message était bref. Mason a cassé mon téléphone pour que Caroline ne voie pas que je te parle. Les choses sont pires ici. Papa s'est installé dans la chambre d'amis. Caroline dit à Noah que tu l'as abandonné comme maman l'a fait. Est-ce que je peux t'appeler? Notre conversation suivante a révélé que mon départ n'avait pas mené à l'harmonie familiale que Caroline avait annoncée. Au contraire, en l'absence de mon rôle de coupable désigné, les dysfonctionnements avaient trouvé de nouvelles cibles. La prise de conscience de mon père face aux manipulations de Caroline avait créé un conflit permanent qui affectait tout le monde dans la maison. Papa veut divorcer, m'a confié Emma. Mais Caroline dit qu'elle gardera Noah s'il essaie de la quitter. Bien que je n'ai aucun statut juridique pour intervenir, je suis resté en contact avec Emma, lui offrant mon soutien et mon avis alors qu'elle vivait dans ce foyer de plus en plus toxique. Finalement, elle a commencé à passer ses week-ends avec Sarah et moi, trouvant dans notre petit appartement l'accueil et la stabilité qui manquaient chez elle. 1 an après mon départ, mon père a fini par demander le divorce.
La procédure a été longue difficile, Caroline se battant pour obtenir la garde exclusive de Noah et formulant de fausses accusations sur les compétences parentales de mon père. Les documents que Sarah et moi avions rassemblés sont devenus des preuves importantes démontrant les méthodes de manipulation et d'abus psychologiques de Caroline. Finalement, le tribunal a accordé à mon père la garde principale de Noah, Caroline obtenant des visites surveillées après qu'un psychologue nommé par le tribunal a identifié des schémas de comportement préoccupants chez elle. Emma a choisi de vivre avec son père et Noah, tandis que Mason a décidé de rester avec Caroline, se faisant l'allié et le soutien de sa mère. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études avec un an d'avance, comme prévu, j'avais construit une nouvelle vie, indépendante de ces difficultés familiales. Les Miller ont assisté à ma remise de diplôme aux côtés de Sarah, Emma, Noah et mon père. Caroline et Mason étaient absents, s'étant construit leur propre version de l'histoire dans laquelle j'étais le coupable qui avait détruit leur famille parfaite. Les offres de bourse d'études sont arrivées ce printemps-là, moins nombreuses que ce que j'aurais pu recevoir sans ces événements, mais suffisantes pour m'offrir des choix. J'ai choisi une université située à 3 heures de chez Sarah, assez proche pour des visites régulières, mais assez éloignée pour construire ma propre identité, en dehors des expériences qui avaient marqué mon adolescence. Le jour de mes 18 ans, mon père m'a remis une enveloppe contenant le titre d'un petit fonds de placement que ma mère avait établi pour chacun de ses enfants. Caroline n'avait jamais eu connaissance de ce compte, géré par l'avocat de ma mère avec pour instruction de le débloquer à notre majorité. Ce n'était pas une fortune, mais cela représentait l'attention constante et la prévoyance de ma mère, sa détermination à pourvoir à nos besoins même après sa mort. Elle serait fière de toi, m'a dit mon père, la voix serrée par l'émotion. Tu as montré plus de force et d'intégrité que je ne l'ai jamais fait. J'avais un bon exemple, ai-je répondu. Pendant 8 ans, j'ai eu la meilleure des mères. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début, une reconnaissance de notre perte partagée et la possibilité d'une nouvelle relation bâtie sur la vérité plutôt que sur le déni. Le chemin à venir serait complexe, marqué par des difficultés mais aussi par des moments de rapprochement. Au moins, à présent, nous avancions dans la clarté de l'honnêteté plutôt que dans l'ombre des manipulations. 5 ans après l'été où ma famille a tenté de m'effacer, je me tenais dans mon propre salon entouré d'amis, de collègues et des membres de ma famille que j'avais retrouvés. À 21 ans, j'avais terminé mes études d'ingénieur avec un semestre d'avance et j'avais obtenu un poste dans une entreprise d'énergie renouvelable à Chicago. L'appartement était petit mais m'appartenait entièrement, le premier espace que j'occupais qui ne pouvait m'être retiré ou transformé en mon absence. Sarah, désormais âgée de 23 ans et en première année de droit, était venue avec son fiancé Marc pour célébrer mon diplôme et mon embauche. Emma, 19 ans, étudiante en psychologie dans une université d'État, était venue avec Noah qui, à 15 ans, nous dépassait déjà tous en taille. Même mon père avait fait le déplacement, logeant dans un hôtel voisin et s'efforçant de respecter les limites que j'avais fixées dans notre relation en cours de reconstruction. Je n'ai jamais douté de ta réussite, a dit Sarah alors que nous nous tenions près de la fenêtre donnant sur les lumières de la ville. Même quand tout s'effondrait, tu as continué à construire ton avenir. J'ai eu de l'aide, ai-je reconnu, de ta part, de la part des Miller, de la part de personnes qui m'ont vu quand Caroline essayait de me rendre invisible. Le chemin vers ce moment n'avait été ni simple ni évident. Après avoir quitté la maison, j'avais lutté contre des problèmes de confiance, de l'anxiété vers les effets durables d'années de manipulation psychologique. La thérapie est devenue un élément essentiel de ma reconstruction, m'aidant à dénouer les schémas de pensée erronés que Caroline avait installés. Tu n'es pas responsable de la cruauté des autres, m'avait répété mon thérapeute lors de nos premières séances. Et tu n'as pas à mériter le droit d'exister dans ta propre vie. Ces vérités simples avaient été une révélation pour quelqu'un à qui l'on avait appris que sa place dans la famille dépendait d'une obéissance absolue et de son propre effacement. Progressivement, j'ai appris à fixer des limites saines, à faire confiance à mes propres perceptions et à construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la peur. Ma relation avec mon père s'est développée lentement, au fil d'appels prudents, de visites occasionnelles et finalement de discussions honnêtes sur le passé. Il était resté en thérapie après le divorce, cherchant à comprendre comment sa peur de la solitude l'avait conduit à tolérer les abus de Caroline. Je pensais que préserver mon mariage à tout prix était la chose responsable à faire, a-t-il avoué lors de l'une de nos discussions. Je ne réalisais pas que je sacrifiais mes enfants pour préserver une relation qui était profondément toxique. C'est Noah qui a probablement connu l'adaptation la plus difficile après le divorce. Confronté à des versions contradictoires de son histoire familiale, il peinait à distinguer la vérité de la manipulation.
Quand il a eu 12 ans, il m'a interrogé directement sur notre mère, sur le rôle de Caroline dans la rupture de notre famille, sur les raisons de mon départ. Je lui ai dit la vérité avec des mots adaptés à son âge, en m'appuyant sur des photos, des lettres et des souvenirs que Caroline n'avait pas réussi à détruire. Les Miller lui ont raconté des histoires sur notre mère, l'aidant à se connecter avec la parente qu'il avait été trop jeune pour connaître. Progressivement, il a développé une compréhension plus juste de sa propre histoire de la dynamique qui avait marqué notre famille. Le parcours d'Emma nous a tous surpris. Après avoir été témoin du comportement de Caroline pendant le divorce, elle a commencé à analyser la manipulation qu'elle avait vécue et à laquelle elle avait parfois participé. Sa décision d'étudier la psychologie découlait directement de cette prise de conscience, de son désir de comprendre et de prévenir le genre d'abus psychologiques dont elle avait été témoin. « Je pensais que tu étais le problème », a-t-elle admis lors d'une visite pendant ma 2e année d'université. Caroline était si convaincante, te présentant toujours comme l'enfant ingrat et difficile. Ce n'est que lorsque tu es parti, et qu'elle a eu besoin d'une nouvelle cible, que j'ai réalisé que cela n'avait rien à voir avec toi en particulier. Mason est resté lié à Caroline, refusant tout contact avec son père ses frères et sœurs. Selon les informations occasionnelles d'Emma, il s'était construit une réalité alternative dans laquelle ils étaient les victimes d'une conspiration familiale, leur place légitime ayant été usurpée par le souvenir de ma mère et de ses enfants. Tu ne peux pas sauver tout le monde, m'a rappelé mon thérapeute lorsque j'ai exprimé de la culpabilité face à l'isolement de Mason. Certaines personnes choisissent leur version des faits malgré les preuves, et ce n'est pas ta responsabilité de régler cela. Apprendre à ne pas se sentir responsable des choix des autres tout en conservant de la bienveillance pour leurs difficultés est devenu central dans ma reconstruction. Je pouvais reconnaître le traumatisme non résolu de Caroline sans excuser ses actes. Je pouvais souhaiter le meilleur à Mason sans accepter son hostilité. Je pouvais pardonner les erreurs de mon père sans prétendre qu'elles n'avaient pas causé de réels dégâts. Mes grands-parents, les Miller, sont devenus une source précieuse de stabilité et de lien avec le souvenir de ma mère. Grâce à eux, j'ai appris des histoires familiales que je n'avais jamais entendues, j'ai vu des photos que Caroline avait détruites, et j'ai développé une compréhension plus complète de la femme dont la mort avait marqué le début de notre drame familial. Ta mère n'était pas parfaite, m'a dit ma grand-mère, mais elle aimait intensément et complètement. Elle aurait remué ciel et terre pour vous protéger, vous les enfants. D'une certaine manière, c'est ce qu'elle a fait. L'établissement de ses fonds de placement, la rédaction de ses lettres pour nos 18 ans, veiller à ce que nous disposions de ressources hors du contrôle de notre père. Ces marques d'attention et de prévoyance de la part de ma mère sont devenues des repères dans les moments difficiles. Quand l'anxiété menaçait de m'envahir, quand les doutes sur ma valeur réapparaissaient, je me souvenais qu'elle m'avait vu assez clairement pour préparer mon avenir, même face à sa propre mort. La reconstruction la plus profonde s'est faite en bâtissant ma propre famille de choix, des amis, des mentors des collègues qui m'appréciaient pour ce que j'étais, sans condition ni manipulation. Mon colocataire Justine est devenu le frère que j'avais toujours voulu, acceptant mes cauchemars occasionnels et mon anxiété sans jugement. Mon groupe d'études s'est transformé en un cercle d'amis proches dont les réunions de fête sont devenues plus significatives que n'importe quelle tradition familiale que Caroline avait effacée. Dans ma vie professionnelle, j'ai trouvé un sens particulier en concevant des solutions de logement durable, en créant des espaces à la fois respectueux de l'environnement et protecteurs psychologiquement. Mon expérience personnelle concernant le respect de mon espace physique m'a donné une sensibilité particulière sur la manière dont l'environnement affecte le bien-être émotionnel, une approche qui a marqué mes conceptions et est devenue ma signature professionnelle. Debout dans mon appartement en cette soirée de fête, entouré de personnes qui avaient choisi de faire partie de mon chemin, j'ai réalisé que Caroline avait finalement échoué dans sa tentative de m'effacer. En essayant de me retirer de l'histoire familiale, elle m'avait en fait libéré pour écrire ma propre histoire, une histoire basée sur des liens authentiques plutôt que sur l'obligation, sur le soutien mutuel plutôt que sur la manipulation, sur la vérité plutôt que sur les apparences. À Alec, a dit Sarah en levant son verre. Qui nous a appris que la famille se définit par l'amour et le choix, et non par ceux qui essaient de t'effacer des photos. Alors que les rires et l'approbation parcouraient la pièce, j'ai senti les derniers éléments de ma reconstruction se mettre en place. Le voyage difficile à la plage, la chambre vidée, les photos abîmées. Ces événements feraient toujours partie de mon histoire, mais ils constituaient des chapitres d'un parcours plus long, et non sa conclusion. La véritable fin s'écrivait jour après jour, choix après choix, dans la vie que j'avais reprise et les liens que je continuais de développer. Plus tard ce soir-là, alors que les invités commençaient à partir, Noah s'est approché de moi avec un petit paquet.
J'ai trouvé cela au grenier le mois dernier, a-t-il dit. Papa ignorait que cela existait. À l'intérieur se trouvait une lettre de notre mère datée d'une semaine avant sa mort, qui m'était adressée pour le jour de ma future remise de diplôme. Elle avait survécu au tri de Caroline, cachée là où mon père lui-même en avait oublié l'existence. Mon cher Alec, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que tu as accompli quelque chose de formidable, et je regrette seulement de ne pas pouvoir être là pour le célébrer avec toi en personne. Sache que je te vois, ta gentillesse, ta détermination, ta force tranquille. Le monde essaiera de te dire qui tu es, mais tu le sais déjà. Fais confiance à cette certitude. Elle ne t'égarera jamais. Ces mots, je te vois, de la part d'une mère partie depuis près de 15 ans, offraient la réponse idéale aux tentatives d'effacement de Caroline. Même au-delà de la mort, ma mère avait réussi à m'accompagner, à reconnaître mon existence et ma valeur d'une manière que ma belle-mère avait tant essayé de nier. Je partage cette histoire aujourd'hui, non pas pour m'attarder sur les blessures passées, mais pour m'adresser à quiconque a connu la souffrance particulière d'être effacé au sein de sa propre famille. Votre histoire importe. Votre existence importe. Les personnes qui essaient de vous minimiser ou de vous effacer le font à partir de leurs propres blessures, et non parce que vous ne méritez pas d'être vu. Le mur des photos de famille dans mon appartement présente désormais des images de chaque période de ma vie. Des photos avec ma mère, avec Sarah et Noah, avec mes grands-parents, avec les amis qui sont devenus ma famille de choix, avec mon père alors que nous reconstruisons prudemment notre relation. Il y a des manques dans la chronologie, des moments où l'influence de Caroline a fait qu'aucune photo n'a été prise ou conservée. Mais ces manques font partie de l'histoire réelle, témoignant d'une difficulté surmontée plutôt que d'un effacement réussi. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Comment avez-vous repris le contrôle de votre histoire? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous avez trouvé du sens dans mon parcours, aimez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite d'être vu tel qu'il est. Merci d'avoir pris connaissance de mon histoire. En le faisant, vous contribuez à faire en sorte que ceux qui ont essayé de m'effacer aient finalement échoué. Souvenez-vous, votre valeur n'est pas définie par ceux qui essaient de vous minimiser, mais par votre courage à rester fidèle à vous-même malgré leurs efforts.